Tu peux lancer, hein? C'est lancé, c'est lancé rapide. Ah, tu peux lancer, c'est déjà lancé. Et moi je cherche, Je sais même pas quelle date on est aujourd'hui, si ce n'est que obligatoirement le cave d'Alet, c'est évident. Boker Tov. Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach. Pam Abba, quand tu mets la truc en route, tu me le dis parce que imagine que ça me gratte dans le nez. Comment je fais? Hein, Yatik Ouijik. Et on est le combien en français? Le 2. Voilà, le 2 du mois de décembre. C'est bientôt l'anniversaire de mon frère Moshe, à qui on souhaite dès maintenant un joyeux anniversaire. On est Yom Rishon. On remerciera du fond du cœur ceux qui nous soutiennent, aussi bien par les prélèvements bancaires. En France, ils ont déjà fait Hanouka puisqu'ils ont enflammé Paris hier. C'est incroyable ce qui se passe. Où est la police? Tu vois des casses et des trucs, c'est incroyable ce qu'on peut découvrir et il n'y a pas un policier sur la route. Enfin, l'homme est chané. Je prépare la Géoula apparemment. Sarah Waknin, Todaraba Mikol Alev, Père Ouzgues, toujours comme d'habitude fidèle. Dvora Topaz, Shem Verech Otar Bezrat Hashem, vendu beaucoup d'appartements. Victor Attal, Hashem Shkura Hayim Hashem Tovim, ou Shalom Didier et Sophie Genoun, une grande réfoua shlema, beaucoup de hardout, quoi que vous décidiez, Bezrat Hashem. Esther Ochayon, Hashem Verech Ota Bechol Asher Tifne Taskil Vetatzliach. David Baruch, le shiur vous est dédié pour aujourd'hui, David Baruch. Puisque ce shiur sera demain matin sur le site et que c'était pour lundi matin. Bezrat Hashem. J'aurais voulu sur le Sefer Amidot. Tov. On verra alors Bli Neder demain matin. Quoi qu'il advienne, une grande réfoua shlema, une grande atzlacha pour Chai Ben Dayeb Baruch, le bracha pour David Abraham Baruch, ou Bechol Mishpachto, Bechol Asher Lo Be'ezrat Hashem, שהשם ולכל משאלות ליבו לעבודתו יתברך בכל מכל כל וכן יהי רצון ונאמר אמן. On va étudier exceptionnellement aujourd'hui, puisque nous sommes la veille de Hanouka, des halachot de Hanouka, Shelot ou Tshuvot. Normalement, on fait les balles et les yoetz, mais si on ne fait pas les minagim et les halachot de Hanouka maintenant, alors quand est-ce qu'on les fera? Toutes les halachot que nous allons dire sont basées selon Yabia Omer, Chazon Ovadia, du Rav Ovadia, Yosef uniquement, et personne d'autre. Donc, si vous avez d'autres opinions que celle-ci, c'est normal. Il n'y a pas besoin de s'étonner, puisque Shivim Panim la Torah. Elu minagim jnagu lekayem bechanouka. Quels sont les minagim qu'on a l'habitude de pratiquer à Hanouka? Yesh noagim le'arbot bechanouka bema'achale chalav. On a l'habitude de manger beaucoup de choses chalavi, oui, au lait pendant les jours de Hanouka. Zecher naneh shene'esa al yedei Yehudit, pour rappeler le miracle de Yehudit, une femme exemplaire. Ou minag Israël Torah i, et c'est un très très beau minag pour nous, Bezrat Hashem, de se souvenir, puisqu'elle avait fait boire ce lait-là, si je me rappelle bien, à Sisra, pour le mettre à mort alors qu'il avait fait des décrets. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre, mais ça s'est passé apparemment pendant la même période. Vechen noagim lechol souf ganiot, metuganot beshemen, zecher nenes hashemen be menorah. On a l'habitude de manger aussi des souf ganiot pendant la fête de Hanouka, comme j'avais déjà expliqué, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, comment vous pouvez reconnaître une soufgania tunisienne des autres? C'est très simple. Vous mettez 8 mèches dans la soufgania, si ça brûle 8 jours, c'est tunisien. C'est imbibé d'huile à mort. Donc pourquoi est-ce qu'on mange des soufganiotes? Parce que le bichoul, pour faire des soufganiotes, on les met dans de l'huile et elles baignent dans l'huile et elles remontent comme ça à la surface. C'est la première des choses. Il y a beaucoup d'autres raisons à cela. C'est que ça rappelle les biceps des Grecs qui étaient hyper bien taillés, tandis que nous on était fait, eux étaient comme ça, nous on était comme ça, hein. Et on veut montrer par là que Giborim Beyat Halashim, ce qui compte dans le judaïsme, c'est que la force de la Torah est supérieure à la force des sables qui s'entraînaient toute la journée. Yaakov qui étudiait toute la journée était beaucoup plus fort que lui. Comme vous le savez, notre force n'est pas dans les muscles, même s'il est bon de s'entraîner si on a un combat à mener. Il ne faut pas compter sur le miracle, bien entendu. Hein, si tu pars en guerre, prends ton arme, les télim ne suffiront pas. Aval, de l'autre côté, Bevadaï, que notre force n'est pas dans la quantité, mais la qualité des choses. La reine Noagim, les chol soufgania, toutes sortes de soufganiotes, à 8000 calories, la bouchée. Katav Avishel à Rambam,
שאין להקל בשום מנהג ממנהגי ישראל, ומנהג אכילת סופגניות, ומנהג קדמונים. Et le père du Rambam, donc, comment il s'appelait? Maïmon, oui, mais Maïmon quoi? Rabbi Moshe ben Maïmon. C'est sur ça. C'est le Rambam. Non, ça c'est Rabbi. Non, je parle du père du Rambam Yatikouji. Maïmon. Tov, on n'aura pas le nom de famille alors. Maïmon, En Malasot. Il n'y avait pas encore de nom de famille à l'époque, je crois. Avait l'habitude de dire que tous les minagim, on a l'habitude de faire pour le fait, Béhémet sont vraiment importants et assour les alzel baiser. Ça veut dire que d'apporter vraiment des soufganiotes pendant la fête de Hanouka a une grande signification. Moi, je voulais faire un remez personnel de mon étude à moi. Donc là, c'est pas dans les halachot, puisqu'on est dans les minagim. Je voudrais parler de personnellement une étude que moi j'en ai retirée. Donc j'ai pas de référence à ce que je veux dire. Et comme ça vient de moi, ça peut aller à la poubelle. Je le reconnais franchement. Je n'ai pas de chokhma pour me permettre d'enseigner aux autres. Mais j'ai constaté quelque chose de personnel. Alors je veux dire de quoi je parle. Vous avez remarqué que chaque fête est représentée par un gâteau dans le judaïsme. Vous avez remarqué ça? Chaque fois qu'on a des fêtes, par exemple pour Purim, c'est quoi le gâteau? Oznei Haman. Alors, parce qu'on n'a pas entendu la voix de Mordechai, on est parti profiter de la Souda d'Achashverosh. Le tikkun de Purim, c'est l'Ishmoa Megillah. D'entendre l'Ikrot à Megillah, donc d'écouter la Megillah. Le Yetzay Dechova, Kan Yetzay Dechova. Donc le tikkun, c'est les oreilles. Je me suis posé la question, pourquoi, Bémet, on mange des soupes gagnottes? Il doit y avoir quelque chose de très important. Et j'ai constaté, à travers les écrits et les midrashim sur la fête de Hanouka, que non, pas les Tunisiens, j'ai constaté que toute la simulation des Grecs est venue du mar'é, de l'œil. C'est-à-dire que tout ce qu'a voulu la Grèce, c'est montrer sa beauté. Et la beauté n'appartient qu'à un membre, les yeux. Vous allez constater que dans la vie, les gens dépensent énormément d'argent pour avoir un bel appartement, pour avoir une belle voiture, pour avoir de belles choses. Et cette beauté n'a de valeur qu'à travers tes yeux. J'ai trouvé que la soufgania, quand tu la regardes bien, elle représente l'œil. Le ishon de l'œil, c'est ce que j'ai constaté, bon c'est personnel. Et j'ai trouvé que quand on mangeait la soupe, hein? Ils sont ronds, ils sont ronds aussi. Bah oui, comme l'œil. Il y a un rond et un rond à l'intérieur. Ça, ils mettent du Nutella. Hein? Ça fait la forme de la pupille, des fois ils mettent du Nutella confit. Alors justement, en tant que pupille, il y a toujours la confiture au milieu. Donc tu as envie de parler ce matin. Bah, ça fait une heure que je te dis que ça ressemble à un œil. Donc il fallait qu'il y a une pupille quelque part. Moi, je pense que c'est de ma mère. D'accord? Et en conséquence de cela, je pense que vraiment, tout le tikkun de l'assimilation vient du fait d'une tromperie de ce que nos yeux regardent et ce que nos yeux voient. On trouve les choses, par exemple, tout ce qui touche à la débauche, bon, bah, quelque part, ça attire l'œil de l'homme. Quand on parle de l'assimilation de la Grèce, c'était beau. Quand tu vas visiter la Grèce, c'est un très beau pays. Et tout ça relié à ce que regardent nos yeux. Alors on nous dit, Bezrat Hashem, il y a un proverbe arabe qui dit que le regard posé sur quelque chose, des fois, a plus d'engouement, plus de valeur que le toucher de la chose. Et pour moi, étant donné qu'on allume les bougies de Hanouka, on n'entend pas, on les regarde. Et donc j'ai constaté, je dis bien j'ai constaté, que le tikkun d'Afka de Hanouka est relié aux yeux qui nous trompent très souvent, les effets d'optique, le fait de regarder des choses. Eh bien, le roi Salomon nous a dit Sheker achen ve'eval eufi sheirat Hashem ititalal ne al tistakel bakankan el abema sheyeshbo. Et on pourra constater que souvent nos yeux nous ont trompés sous l'égide de la beauté, sous le principe de l'assimilation, que la mode elle est belle. C'est beau une femme habillée à la mode d'égoïme. On ne peut pas dire que c'est moche, mais c'est juste une vision optique qui en réalité est trompeuse. Donc voilà, moi j'y vois un rapport avec les soufgagnottes, non pas simplement avec les biceps, mais j'y vois un remez vis-à-vis de l'œil. Et Bezra... Hein? Bon, un peu tunisien. Si vous voulez, je ne sais pas ce que vous avez avec les Tunisiens ce matin, mais voilà. En tout cas, moi c'est ce que j'y ai constaté. Il n'y a pas de Seudat Mitzvah pendant la fête de Hanouka, on en avait déjà parlé dans d'autres shiurim, mais celui qui organise une belle Seuda le soir chez lui, après l'allumage des bougies bien entendu,
avec des divrei Torah, bien entendu, du vin, de la bonne viande, tavo alav beracha. Il n'y a aucun interdit de le faire, bien au contraire, tant que ce n'est pas des choses qui sont des divrei shtuyot, des tzrok vekalutrosh. Donc à partir du moment où on ne parle pas de choses où on va dénigrer la fête, on va parler de shtuyot, de football ou autre, vadaï que ce n'est pas du tout le but de la Séouda, mais de se réunir en disant tiens mardi venez on fait une grande Séouda, la malo. La malo. On aura peut-être prévu Mirtze Hashem puisque la 8e bougie de Hanouka ce sera les 10 ans d'Oel Moshe ici à City. On vient de faire les 2 ans à Tet Vav et on fera certainement une fête ici Bli Neder. On en parlait hier soir avec mon épouse pour les 10 ans d'Oel Moshe. Espérons que la 11e année se passera dans notre construction Bet Midrash Omed Al Shelo. Est-ce que les femmes ont l'obligation d'allumer les bougies de Hanouka? C'est la question qui est posée ici. Orav Ovadia Yosef Nashim Chayavot B'mizat Ner Hanouka Shegam Em Ayu Baoto Anes Velo Zo Bilvad Ela Shabal Mitakev Ad Lesha Meucharet Nachon Sheimana Shemane Et Ishto Shetadlik B'Shat Kumuvan. La femme, et je traduis dès maintenant pour avancer, a l'obligation autant que l'homme d'allumer les bougies de Hanouka, ce qui fait que comme la mitzvah d'allumer la bougie de Hanouka appartient aussi bien à l'homme qu'à la femme, parce que la femme était dans le miracle de l'assimilation où elle a été sauvée, elle est concernée. L'allumage des bougies se fait à Tzet à Kochavim, à la sortie des étoiles. À Ashdod, c'est à 16h55 qu'on allumera les bougies de Hanouka. À la maison Be'ezrat Hashem, en choisissant l'endroit le plus adéquat, selon la halakha qu'on étudiera peut-être aujourd'hui ou demain sur Pirsum Enissa, afin de publier le miracle de Hanouka. Aïmoutar le katan ladlik et nerot Hanouka. Est-ce qu'un petit peut allumer les bougies de Hanouka? Quand on dit un petit, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas encore obligé des mitzvot en dessous de l'âge de la bar mitzvah, soit 13 ans. Ktanim pturim mitzvazo. Vadaï que les enfants sont quittes à la base, puisque c'est que de l'éducation. Velachen yesh lizer shelo la tetlaim ladlik afilu et anerot aidour. On évitera même de leur donner les bougies à la base du hidour. Aval im igiu le gil chinour. Mais si maintenant on parle donc des petits en dessous de l'âge de 6 ans, d'allumer les bougies du hidour. Alors, il y a la mitzvah du jour de la bougie. Hidour, c'est les autres. Imaginons que nous sommes le 4e jour. La première bougie que je vais allumer, celle-là, je suis obligé. Les 3 autres que j'allume, ça s'appelle hidour, enjoliver la mitzvah. Si l'enfant a moins de 6 ans, ou alors on va dire qu'il ne comprend pas pourquoi il allume une bougie, pour lui c'est un anniversaire ou c'est une Hanouka, c'est pareil, on ne lui donnera pas allumer les bougies du hidour. Maintenant, si l'enfant a plus de 6 ans, qu'on appelle gil chinour, dans ce cas-là, il pourra allumer la bougie du hidour. Pourquoi? Parce qu'il comprend ce qu'il fait, il sait de quoi il s'agit, au moins il a un éveil à cela, donc il pourra le faire. Aval, veyechudim ladik gam ner hidour, ou patom migil chinour, yachol ladlik hashamash bilvad. Et si vraiment il veut allumer la bougie, le petit il a 2 ans et demi, 3 ans, il peut tenir la bougie, il veut allumer, on pourra lui donner la bougie du shamash, qui, même si Alpi Kabbalah est très importante, Alpi Halacha n'est là que pour exister pour les autres. Shamash, Milshon, les shamesh et achirim, servir les autres bougies. Shiur Torah mitkayem bechol erev miyad lachar arvit. Aim yesh lekayem et shiur beragil bimei Hanouka. S'ils ont l'habitude de faire un shiur après arvit, vous savez que dans le seder, on fait d'abord arvit et ensuite on allume les bougies de Hanouka à cause de 3 raisons. La halacha n'en sort que 2, moi j'en ai trouvé 3. Lesquels? Pashut meod. Le premier klal, c'est-à-dire Mishenotadir, c'est-à-dire Kodem, c'est-à-dire que du plus fréquent au moins fréquent, priorité au plus fréquent. On fait tous les jours Arvit, on ne fait pas tous les jours l'allumage des bougies, donc priorité au plus fréquent, donc la prière d'Arvit. Deuxièmement, les bougies de Hanouka sont une mitzvah d'Erabanan, tandis que le Kiryat Shema est une mitzvah tassée d'Eoraita. Donc c'est la deuxième raison. Et la troisième raison que moi j'avais trouvé à dire, c'est que dans le Kiryat Shema, il y a 2 mitzvot qui sont d'Eoraita. La première, c'est le Kiryat Shema, Urshor Becha Ufkumecha. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu devras le faire donc 2 fois par jour, mi d'Eoraita. Et la deuxième, c'est Pachout, le dernier verset. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est aussi une mitzvah assez d'Eoraita. Parce que dans le Kiryat Shema, nous avons 2 mitzvot assez d'Eoraita. L'un, Kiryat Shema. Le deuxième, Zecher Yitziat Mitzrayim, qu'on doit rappeler le jour et la nuit. Donc, nous avons des raisons importantes de faire le Kiryat Shema
avant l'allumage des bougies de Hanouka. Alors pour la femme, j'ai juste omis de dire que je n'avais pas continué la halakha, je reviens un peu en arrière. Si on allume les bougies au moment où il le faut, c'est-à-dire à la sortie des étoiles, et que la femme est à la maison et que le mari risque de tarder, selon la halakha, il est préférable que le mari dise à la femme d'allumer les bougies sans lui à Tzeta Kochavim que d'attendre que le mari revienne et allume les bougies avec elle après Tzeta Kochavim chez Zrizim Magdimim la mitzvah. Les gens qui sont pressés à accomplir les mitzvot d'Hachem, eh bien le font en leur temps. La reine, quelqu'un m'a posé la question et il m'a dit ouais, mais si par exemple ma femme elle allume et que moi je cherche après les gauches et la belle-mère et que j'arrive, alors quoi, on arrive, c'est déjà allumé et patati et patata. Réponse très simple, si tu dois arriver plus tard et que ta femme est à la maison pour allumer les bougies, il est préférable que ta femme allume seule les bougies à la maison. Après une demi-heure, min adin, c'est une demi-heure. Si vous venez par exemple, je dis n'importe quoi, je prends juste un exemple. À Ashdod, on allume les bougies à 16h55, d'accord? À Tzeta Kochavim. Et que le mari, il arrive à 5h30, donc 17h30, d'accord? La demi-heure, elle est déjà passée. Dans ce cas-là, tu peux éteindre Dougma ta menorah et tu rallumes sans bénédiction, parce que tu as déjà fait la bénédiction. Ou alors, Mishum Chinour pour les enfants, tu peux allumer une autre menorah, mais sans bénédiction, parce que ta femme a déjà fait la bénédiction. Voilà comment on fait. Le mieux, si les gens le peuvent, comme on ne travaille pas pendant cette période de la demi-heure, c'est en général les gens qui sont pieux, comme les kolélim par exemple, on libère l'avréchim pour aller allumer à l'heure et Bezrat Hashem profiter de l'allumage des bougies de Hanouka, même si on ne profite pas de cette lumière-là. C'est-à-dire, il y a toute l'histoire de l'éducation qui se cache derrière les bougies de Hanouka. Alors on apprendra qu'on ne profite pas des enfants qu'on fait, ou on ne profite pas des élèves que Dieu nous donne le mérite de former. Ils ne sont pas là pour toi, ils sont là pour Dieu. Ne l'oublie jamais, que tu n'es pas là pour utiliser et jouer les gourous au-dessus de leur tête. Tu dois élever, parce que la lotner tamid, donc tu dois élever tes élèves, si possible, au même niveau que toi, ou même au-dessus de toi, si c'est le cas. Parce que le but, c'est de travailler pour Hachem. Donc tout comme eux sont là pour servir le principe de la Torah, les rabbanim sont là pour servir encore plus le Créateur du monde dans l'honneur d'Hachem, et donc d'élever chaque élève à un très haut degré, sans jalousie, sans mépris, sans toutes sortes de choses, de mauvaises midotes, chas v'shalom. Au contraire, tu dois être fier de voir tes élèves évoluer dans le monde de la Torah, et tu dis même plus que toi s'il le faut, tu dois être fier. Bon, ça doit te reprendre, mais quoi qu'il advienne, sois sa mère de faire grandir les élèves de la Torah, tout comme nous faisons grandir la flamme de Hanouka. Parenthèse. Shiur Torah Mitkayem, donc quel est le din d'un cours de Torah qui aurait lieu juste après Arvit? Im yesh chashash shemiktzat mitfalelim lo yachzoru lishiur, yesh lekayem et hashiur. Donc la réponse est simple. S'il y a un shiur, c'est-à-dire un cours de Torah qui a lieu tout le temps après Arvit à la Beth Knesset, et on sait que si on les libère pour aller allumer les bougies, ils ne reviendront pas au shiur, dans ce cas-là, on fait vivre le shiur. Mais attention, on ne parle pas d'un shiur kaut rabbi, le mec qui dit à partir de ce soir, après Arvit shiur. Vadaï que ça, c'est strictement interdit de le faire. Ça, même une demi-heure avant l'allumage des bougies, on ne fait pas de shiur. De toute façon, on fait mincha, allumage, à la synagogue, puis Arvit, on libère les gens, le temps d'arriver à Tzeta Kochavim. C'est ça? Mais si on sait que les gens ne reviendront pas après l'allumage des bougies écouter le shiur, dans ce cas-là, on maintiendra le shiur et ils iront allumer après le shiur. Mais si on sait que les gens vont aller allumer et qu'ils reviendront après l'allumage des bougies au shiur, qu'on annulera le shiur, on va allumer et on reviendra. Katan, un enfant, chez Igdil Betor Yimei Chanukah. האם יכול להוציא אחרים ידי חובה? קטן שהגדיל בימי חנוכה ונעשה בר מצווה. לדעת רוב הפוסקים יכול להוציא אחרים ידי חובה במצוות כיוון שכל יום הוא מצווה בפני עצמה. ואין הדלקת נרות מצווה מתמשכת. Donc, imaginez maintenant qu'un enfant, il est bar mitzvah pendant les 8 jours de Hanouka. Est-ce qu'il pourrait, le lendemain de ce bar mitzvah, allumer les bougies en sortant tout le monde de la mitzvah? Réponse, oui. Car même si ce sont 8 jours d'affilée, chaque jour est un jour pour lui-même. Donc oui, il le pourrait. Adar Babait Karka.
Echan Madlik et Chanoukia, celui qui vit sur une maison avec un jardin. Donc il vit au rez-de-chaussée. Kayom, im Adam Yadlik Chanouka Bachut, Yesh Rashash, Sharoach Techabe et Anerot. D'abord et avant tout, vous savez que nous avons le devoir de choisir un endroit idéal pour allumer la bougie de Chanouka. Aussi bien au niveau du Gova. Alors je voudrais parler des mesures dès maintenant. Celui qui d'abord a les moyens d'acheter une Chanouka en or ou en plaqué or, t'avoie la beracha. S'il ne peut pas, en argent, massif. S'il ne peut pas, en bronze, en fer, et ainsi de suite. Le verre est en bas de la liste, le bois est en bas de la liste. Plus la qualité de la Chanouka sera grande, plus la mitzvah est belle. Et c'est une façon de répondre à la graisse de l'assimilation que nous avons vécue. Vous aviez une beauté pour vos yeux, tandis que notre beauté à nous est plaire aux yeux de Dieu, et là pour plaire aux yeux d'Hachem. Donc nous, on utilise les beaux matériaux en l'honneur d'Hachem. D'où l'importance de prendre une belle Chanouka. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a trouvé à Tel Aviv un orfèvre qui prenait n'importe quelle Chanouka, il avait un bain comme ça, il la mettait dans... C'est Maurice qui m'avait raconté ça. De l'argent. Non, dans de l'or. Et donc elle ressortait plaqué or. Magnifique. Ça coûte, je crois, dans les 4000 shekels. C'est un investissement, mais à vie. Parce qu'une fois que tu l'as fait, et c'est magnifique de pouvoir allumer sur une Chanouka en or, puisque la Chanouka au Beth Midrash, la menorah, était en or aussi. Donc celui qui le peut, t'avoir le beracha. Le minimum à partir du sol, pour lequel on doit allumer la Chanouka, c'est Shloshat Fachim, soit 24 cm à partir du sol, pas plus bas que ça. Ensuite, Mitzvah Ta'idur, nous avons une marloquette entre le Ben Ishraï et le Bet Yosef. Le Ben Ishraï nous dit jusqu'à Shivat Fachim. Donc, de 24 cm, je monte jusqu'à, comment dire, Shivat Fahim, un tefar c'est un point, soit 8 cm. D'accord? Le Shulchan Aruch nous dit, le mieux, jusqu'à Asarat Fahim. Donc on va dire 80 cm, 90 cm, ça dépend comment est ton point. À Val-Kikaron, on estime qu'un tefar, c'est 8 cm. Donc si j'en ai 10, ça veut dire que Ad Asarat Fahim, jusqu'à 80 cm. La menorah doit être, en d'autres termes, placée entre 24 cm et 80 cm. C'est-à-dire, selon Shulchan Aruch. La bassisse ou la fin de la menorah? Sinon, La base. La base. Et passer dessus. C'est-à-dire. Maintenant, c'est pratiquement impossible pour les gens qui allument aux fenêtres. Par exemple, quand on habite à un étage très élevé, donc à un endroit où on ne va pas lever au-dessus de Esrim Hama, donc à partir de 9,80 m, un Hama, c'est à peu près 48 cm. Hama, ça part du Hama. En hébreu, nous avons des noms pour les doigts, Kemitza, on va dire Agudal, Etzbak, Hama, Kemitza, Zeret, sont nos doigts. Le Hama, c'est celui du centre. On part du centre jusqu'au coude. On estime que la moyenne des hommes, c'est 48 cm. C'est-à-dire, s'il fait 4 mètres, c'est un mi-temps. Juste pour donner le sourire. Moshe, ça t'a pas fait rire? Non, si. Ah, Il y a une bonne à l'intérieur. C'était mon côté relou du matin. Donc un Hama, donc maximum Esrim Hama comme la souka. Donc maximum, on va dire que ça ferait au 3e étage. Dans ce cas-là, la fenêtre, elle est toujours à 1,5 m. Donc si je veux la mettre à la fenêtre pour Pirsou Ménissa, quelqu'un m'a posé une question de Natania, il m'a dit « Oh là là, on a appris qu'il ne fallait pas dépasser la Sarat Fahim, c'est-à-dire les 80 cm, mais ma fenêtre, j'ai regardé, elle fait 1,5 m. Mais là-bas, il n'y a aucun interdit de la mettre au-dessus. On parle du best. L'idéal serait mais selon tes possibilités. Si maintenant tu dois mettre ta menorah sur la fenêtre, parce que de l'extérieur, d'abord tu as les voisins qui habitent aujourd'hui, malheureusement les appartements sont faits avec un voisinage qui observe ce que tu fais chez toi, donc c'est tous les uns en face des autres, donc pire sous Ménissa, si à partir du moment où tu es au 2e, 3e étage, parce que les étages sont plus hauts que l'autre, et tu veux mettre ta menorah à la fenêtre et que tu vois que du sol, tu as plus d'1,5 m, il n'y a pas de problème, tu peux aller jusqu'à 9,80 m. Donc il n'y a pas de problème de mettre sa menorah à une fenêtre si elle est au-dessus des Asarat Fahim. Celui qui peut le faire, par exemple chez moi à la maison, moi j'habite au 8e étage. Donc le 8e étage, je ne peux m'adresser qu'à celui qui habite en face de chez moi. D'accord? Donc je vais la mettre où? Sur, comment dire, dans le salle à manger, non, dans le salon qui mène à un visu où tous les voisins de l'immeuble d'en face pourront voir ma menorah. D'accord?
Donc, mais dans ce cas-là, à partir du moment où je vais la mettre à cet endroit-là, je vais mettre un tabouret qui fait plus de 24 cm sur lequel je vais mettre ma menorah et je pourrais la mettre là-bas. Mais maintenant, si j'habitais à un endroit où j'ai pas ça, mais par contre, je donne sur la rue. Moi, je donne pas sur la rue. Imaginez que je donne sur la rue. Maintenant, je mets ma menorah sur la rue. D'accord? Ah oui, mais la fenêtre, elle est bien au-dessus de 80 cm. C'est bizarre une maison avec une fenêtre qui commence à 80 cm. C'est au-dessus. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de mettre ta menorah à la fenêtre. C'est d'air. Pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté dans ce domaine. Le mieux, si tu as la possibilité de, fais comme ça. Sinon, mets-la à la fenêtre. On a l'habitude, dans les endroits où avant, à cause de l'antisémitisme, les gens allumaient les bougies pour la maison seulement. Pour les gens uniquement de la maison. Donc ils les mettaient dans le salon. On pouvait faire comme ça. À gauche de, Hein? à gauche de la porte. À cause de l'antisémitisme, il ne le faisait pas. Celui qui habite dans un endroit où il y a un palier de plusieurs voisins, et il a une hauteur au-dessus du 3e étage, on a l'habitude de le mettre à un tefar, 8 cm de la porte. Quand tu rentres, tu la mets sur ta gauche, la menorah, en face de la mezouza, à un tefar du fronton, à un tefar, c'est-à-dire 8 cm, tu la mets là-bas. Donc dans ce cas-là, est-ce que je peux la mettre à la bonne hauteur? Oui, puisqu'elle est en face. Donc la mets pas à 1,50 m, c'est dommage. Là, tu peux trouver un petit tabouret qui fait plus de 24 cm, tu mets ta menorah, elle sera dans la bonne mesure escomptée. En face de la mezouza, et en général, quand le mari porte le tzitzit, eh bien, il obtient les lettres de Et Tzemach David Avdecha, puisque tu as la mezouza même à ta droite, et tu as la Chanukah Chet sur ta gauche, et tu as le tzitzit sur toi, ça fait donc Tzemach. Ça dit mezouza Chanukah, qui est un des noms, Bezrat Hashem, annonciateur de la venue du Mashiach. Et Tzemach David Avdecha, Chut Meshulash Lobimera Inatek Dil Shulchan Aruch. Ainsi donc, les 3 mitzvot réunis, Bezrat Hashem, permettront d'endurcir et de sceller ton judaïsme à la maison. Ça, ce sont pour ceux qui sont à des hauteurs pas possibles. Souvent, dans les quartiers Haridi, dans les quartiers dits orthodoxes, quand ils habitent par exemple à Jérusalem, quand tu rentres dans le hall de l'entrée, tu vois là-bas, tout le hall est utilisé de plein de Hanoukiot. Qu'est-ce qu'ils font eux? Eh bien, étant donné qu'ils habitent dans des hauteurs très élevées, il n'y a pas d'intérêt pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent la menorah sur le palier, toute la famille, et donc ils la mettent à la bonne hauteur et là-bas. Et quand tu rentres, tu n'as pas besoin d'allumer la lumière pour prendre l'ascenseur. Tu as des menorahs partout dans le hall de la maison. Ce qu'on appelle Chatser Abayit, c'est ce qu'on faisait en général quand on avait des menorahs qui étaient dans des boîtes en verre. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais si j'ai chez moi et j'ai un jardin qui mène, ce jardin à la porte qui mène au public. Dans ce cas-là, je peux allumer la bougie là-bas, mais dans un endroit où, bien entendu, le vent ne sera pas susceptible de m'éteindre ma Hanouka. Donc aujourd'hui, ils font des boîtes, comme vous le savez, en verre, hermétiques, de telle façon, quoique hermétique, non, puisque ça s'éteint aussi par le bas. Donc faire attention à cela. Valky Caron, si c'était le cas, tu pourrais l'allumer là-bas. Donc eux, c'est ce qu'ils font. Ils estiment que l'immeuble fait partie du Khatser. En d'autres termes, c'est indigne de Khatser, aidez-moi, d'une cour. Voilà, merci pour la participation tardive. Et donc, ils peuvent l'allumer là-bas. Moi, je propose que dans ce cas-là, c'est bien d'allumer là-bas, mais pour le chinour de la maison, tu fais la bracha là-bas, mais tu allumes une sans bracha aussi à la maison, et c'est ce qu'ils font en général. Voilà. Im beton amour me'asara metrim yanicheu donc bachalon ou merpeset pone lirshut harabim vehim dirato gvoa me'asara tfachim yanicheu bepetach hadira bibifnim, ce qu'on vient de dire. David, mais c'est quoi le mieux? Parce que si la personne elle a un accès à la rue et par la fenêtre, et de l'autre côté il y a la porte, c'est quoi le mieux? Mettre l'accès à la rue? C'est une excellente question. Si une personne a une possibilité d'avoir vraiment l'opportunité, par exemple, il habite d'un côté, il a une fenêtre qui donne là où il y a plein de passages, de l'autre côté aussi il y a du passage. Il choisira l'endroit où il y a le plus de passages pour faire le bracha, il en allumera une autre si vraiment il veut faire le best, si vraiment il veut. Il ne sera pas obligé parce que Minadine, il est déjà sorti de la mitzvah. Il allumera une autre Hanouka sans bénédiction. Adam שכיבדו בהדלקת חנוכיה באירוע או בבסיס צבאי כיצד ינהג. נועדים להדליק נר חנוכיה במסיבות בברכה ויש להם על מה שיסמכו
Si on est invité à une soirée, comme on l'a fait avec le Rav Shenin, que lui donne une longue vie, et que, par exemple, on est à l'armée, on va allumer la Hanouka et qu'il y a plein de monde. Dans ce cas-là, on pourra tout à fait allumer la bougie de Hanouka et on a le droit de prononcer la bénédiction, même si ce n'est pas la maison. Katouv Ish ou Beto, l'homme et sa maison. Donc le Rav Ovadia nous dit, Bevadaï, ils auront sur qui compter s'ils font la bénédiction parce qu'il y a beaucoup de monde pour le faire. Elu Shemanim Ksherim La Adlaka. Quelles sont donc les huiles cachères pour les Adlakot de Hanouka? Naï Echrechi La Adlaka ou Sheye Sham Shemen Ptila, Veli Shemen Optila, Enkan Zecher Lanes. S'il n'y a pas d'huile et il n'y a pas de pétil, de mèche, il n'y a pas de pirsumé nissa. La reine, en la adlik, kesamim takim. Par exemple, il dit ici, alors quelqu'un va dire les bougies, mais les bougies c'est de l'huile congelée, c'est de l'huile coagulée, d'accord? Que ce soit de l'huile paraffine ou autre. Bougie à la paraffine, ce serait valable, d'accord? Parce que c'est de l'huile. Mais si par exemple j'allume un bois, est-ce que j'ai fait la mitzvah? Imaginez maintenant que je prenne 8 tiges de bois et que je les mette pour les allumer. Ça va prendre feu, imaginons. Okay, ou 8 allumettes, puisqu'on dit que l'allumage fait déjà la bracha. Imaginez que j'ai mis 8 allumettes. Est-ce que je fais la bracha? Non. Pourquoi? Parce que la mitzvah ne se fait qu'avec de l'huile et une mèche. Il n'y a pas de mèche et il n'y a pas d'huile. C'est un truc de bois. Voilà ce que ça veut dire. Donc faire attention à cela. Maintenant, Samim par exemple. Kol hashemanim ksherim le Chanukah. Et il faut savoir qu'à la différence de Shabbat Kodesh, toutes les huiles sont cachères pour Hanouka. Toutes les huiles sont cachères pour Hanouka, ce qui n'est pas le cas de Shabbat Kodesh. L'une des raisons, Alpisod, très importante à retenir, c'est que, vous savez que les lettres du mot Hashemen, l'huile, sont les lettres du mot Neshama. Tout le monde le sait, ce sont des shiurim connus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les huiles sont cachères pour Hanouka. Au sage de nous expliquer que le monde se divise par 3 chiffres, 6, 7 et 8. 6 correspond au monde de la nature, c'est le jour de la semaine. 7, c'est le Shabbat, Beyom HVI. 8, c'est Hanouka. Ce qui fait que la Gdusha et la valeur de Hanouka est supérieure à celle du Shabbat. Dans quel domaine elle est supérieure? Est-ce qu'il y a plus que Shabbat lui-même? Réponse, oui, pour les Neshamot. Quel rapport? Réponse très simple. Vous savez, comme le dit le Rambam, ainsi que le Shulchan Aruch, au nom de la Gemara. Kol ha-shomer Shabbat ki-ilchata. Celui qui sera shomer Shabbat selon la halacha. Afilu asa avodazara kedorenosh, même s'il a fait de l'idolâtrie pendant la semaine, comme à l'époque de Enoch, mochalim lo al kol ha'avonotav. On lui pardonnera toutes ses fautes. Ce qui fait que Shabbat a un potentiel de nettoyer les fautes commises pendant la semaine entre l'homme et son créateur. Shabbat est un petit kippour, si vous préférez. Celui qui est vraiment shomer Shabbat. Alors je vais me dire c'est trop facile. Alors le mec il fait n'importe quoi la semaine et puis il est shomer Shabbat. Réponse, non. Si vraiment tu t'efforces d'être shomer Shabbat, tu finiras par faire une réelle teshuva. Donc la Torah c'est ce qu'elle dit. Vraiment. Le shomer Shabbat kilchata, toi-même tu n'auras plus envie. Tu vas mettre beaucoup d'huile spirituelle dans ta neshama, grâce au Shabbat Kodesh, ça va atténuer le feu du Yetzer Hara qui est en toi. Donc la Torah, elle sait ce qu'elle avance. Ça, non? Mais il y a des tikkunim il y a des réparations que le Shabbat ne peut pas faire. Par exemple, celui qui n'est pas Shomer Shabbat et qu'il a fauté dans ce monde sans faire Teshuvah, selon la tradition juive, il irait au Gehinam, ou au Gilgul, ou au Kafakela. Et s'il n'était pas Shomer Shabbat non plus, il va dans un autre Gehinam qui s'appelle Gehinam Shel Sheleg. Un Gehinam de glace, de neige, vous préférez. Celui qui aime les vacances de ski va être comblé là-bas. Hein? Aval, à partir du moment où cette personne-là, elle n'est pas Shomeret Shabbat, eh bien, il y a des réparations que le Shabbat ne pourra pas faire. Par contre, Hanouka est capable de réparer toutes les Neshamot. C'est la différence.
Pourquoi elle appartient au chiffre 8? Parce qu'elle est supérieure au chiffre 7. Et donc, Kol Hashemanim Ksherim le Chanukah. Mais pas pour Shabbat. C'est pour ça qu'on ne dit pas Bameh Madikin ou Bameh En Madikin. Parce que le Shabbat, quand tu dis que ce n'est pas valable pour toutes les huiles, étant donné que, donc vous allez comprendre qu'il y a un jour particulièrement puissant à Hanouka, de toute la semaine, c'est le Shabbat de Hanouka. Et en plus, ça va tomber Rosh Chodesh, 3 Sifrei Torah, cette année. Mais le Shabbat de Hanouka, il est particulier. Pourquoi? Parce que tu as le Tikkun de Shabbat qui se mêle au Tikkun de Hanouka. C'est un jour qui est presque plus grand que Kippour à la limite. Tellement il est élevé ce jour. Pourquoi? Parce que Hanouka est capable de réparer les Averot que Shabbat n'est pas capable de réparer. Donc, Hashemanim, toutes les Shemanim, toutes les âmes sont kshérim pour Hanouka. Toutes les âmes défectueuses, tu peux les réaviver à Hanouka. Celles qui s'étaient éteintes dans l'assimilation. Je veux dire en deux mots, c'est très simple. Le mec qui a vécu avec une non-juive ou un non-juif, Shabbat ne pourra pas le réparer. Mais Hanouka, oui, pourra le réparer. Ce qui fait que toutes les Neshamot, Alpi Kabbalah, dans le monde entier, attendent une fête particulière, la fête de Hanouka. Vous avez remarqué que pour un mort, on allume le kandil, on dit en tunisien, la bougie à l'huile d'olive. Ouais. Eh bien, quand on vient raviver dans ce monde les bougies de Hanouka, ce sont toutes les Neshamot des Métim qui dansent le moment de Hanouka. D'où l'importance d'allumer à l'heure les bougies de Hanouka. Parce que si tu tardes, tu ne répares pas le monde. Vous avez remarqué que les bougies montent vers le haut. C'est pourtant enseigné de façon assez philosophique que les bougies de Hanouka sont capables d'être une lumière pour les Neshamot qui s'étaient éteintes dans le monde de l'obscurité après la mort. Ça donne de la lumière dans tous les tombeaux d'Israël. C'est pour cela que cette extraordinaire phrase de Bayami Mahem, Bazemanazé, ça veut dire quoi Bayami Mahem? Le miracle qui a eu lieu à l'époque de Hanouka, il revient pendant les 8 jours ici. Mais il y a un remède qui est fait, une allusion. Bayami Mahem, ceux qui sont décédés, Bayami Mahem, là où vous étiez vivants, Bazemanazé. Quand tu allumes les bougies de Hanouka, ce n'est pas les Ilun Nishmatam que tu allumes, mais cette lumière de Hanouka est capable, Bli'ainara, de réaviver toutes les Neshamot du peuple d'Israël qui s'étaient éteintes après leur mort, puisque Hanouka est capable de réparer l'irréparable. Shavuot Tov. Chazak Moro.